Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes. Pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Cyrielle. Bonjour Kérianne. Je suis déjà en train de rire. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Bienvenue sur Casse & Pause. Ça fait... Ça fait quelques temps qu'on s'est vu, il n'y a pas si longtemps que ça. Un an à peu près, je pense. Ouais, c'est ça. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, Cyrielle était venue pour le 2e épisode de Casse & Pause, donc, qui est sorti en décembre 2024, si ma mémoire est bonne. Et voilà, te voilà de retour pour nous raconter autre chose. Eh oui, il s'en est passé des choses depuis un an. Un 2e bébé après Ewen, une petite fille qui s'appelle Apolline. Déjà, je te laisse te présenter pour les auditeurs, les auditrices qui ne te connaissent pas encore. Ok, je suis Cyrielle, j'ai presque 30 ans, j'ai 2 enfants, donc Ewen qui a 3 ans, Apolline qui a 7 mois. Et effectivement, j'étais venue dans la première saison pour raconter l'histoire d'Ewen. Et je pensais revenir sur la 2e saison avec une grossesse normale, tout se passe bien. Eh bien non. Rebondissement. Mais que s'est-il passé ? Alors on va vite y venir. Déjà, comme la question que je pose toujours sur Casse & Pause, comment tu vas aujourd'hui, Cyrielle ? Eh bien, très bien. Je suis ravie d'être ici, donc tout va bien. Alors, comme je disais, tu viens parler donc de ton parcours de maman pour la 2e fois. Et donc là, il s'est passé quelque chose pendant ta grossesse, quelque chose auquel tu t'attendais pas du tout. Des moments, des émotions pas forcément faciles, pas forcément agréables. Voilà, le suspense est là. Raconte-nous tout. Voilà, c'est ça, raconte-nous tout. Alors, effectivement, donc déjà, il y a eu la question du 2e bébé. Comme je le disais lors du premier podcast, pour moi, c'était un peu compliqué aussi au départ de me projeter dans une 2e grossesse. Déjà, je disais à tout le monde que je ne voulais pas d'autres enfants, que c'est bon, là, j'avais eu ma dose de complications et que de toute façon, j'avais qu'une peur, c'est qu'il arrive autre chose à un deuxième enfant et que je n'étais clairement pas capable de revivre la réanimation, la néonate et revivre aussi une grossesse hyper suivie. Ce point est très important. Oui, pour celles et ceux qui... Moi, je vois Cyrielle qui me dit hyper suivie et on l'entend, je pense. En effet, c'est une grossesse finalement qui a été hyper suivie, Cyrielle ? Oui, voilà. Donc déjà, donc le début de la grossesse, assez stressant. Voilà, on avait besoin d'étapes, de passer les étapes comme la grossesse d'Ewen. C'est ce que nous avait dit la sage-femme. Vous verrez, le jour où la T2 sera passée, donc on avait appris à la T2 qu'Ewen avait sa malformation, tout le stress s'envolera. Au fur et à mesure des échos, des examens, vous serez de plus en plus rassurés. Donc on a eu de la chance, c'est que la sage-femme a déjà elle est top, elle est géniale, elle nous a super bien suivis. Donc c'était la même sage-femme que pour Ewen. Elle a vraiment voulu atteindre de pousser les côtés 1 au plus loin possible pour qu'on puisse avoir le plus d'organes formés et notamment pouvoir voir le fameux diaphragme. Donc la plus belle image de l'échographie, hein. La tête du bébé à côté de ça, c'est pas si mignon qu'un beau diaphragme bien formé. Donc évidemment, j'ai fondu en larmes quand j'ai vu ce diaphragme. Elle a même pas eu besoin de me dire, la sage-femme, elle a juste posé la sonde, j'ai vu le truc, j'ai pleuré. Tom a commencé à avoir un petit peu la larmichette. Même s'il n'aime pas le dire. Et la sage-femme aussi avait les larmes aux yeux, tellement on était tous trop contents de voir ce diaphragme. Comme quoi, ouais. On peut être content avec un beau diaphragme. Un beau diaphragme. Donc voilà, donc on était hyper rassurés. Toute la grossesse s'est plutôt bien déroulée. Tout le premier trimestre, j'étais extrêmement fatiguée. J'avais beaucoup de nausées. Ça, c'était moins cool. Je me nourrissais de schtroumpfs qui piquent et de compote à boire à la pomme. Les schtroumpfs qui piquent, c'est très important. Il n'y a que ça qui passait. Il n'y a que ça qui passait. Mais bon,
C'est pas grave, je n'ai pas fait de diabète gestationnel, heureusement. J'avais des nausées, ça s'est un peu calmé à la fin du premier trimestre. Après, j'étais rapidement en arrêt parce que j'avais des contractions alors qu'ils ne jouaient pas sur le col, il n'y avait pas d'incidence, mais c'était assez douloureux et puis surtout très épuisant, en plus en ayant quand même le premier qui avait 2 ans. Donc c'était peut-être pas forcément, on va dire, le bon timing, dirons-nous, parce qu'à 2 ans, un enfant, ça a beaucoup besoin de sa maman encore. Donc c'est vrai que j'étais épuisée. Donc la sage-femme m'a dit le seul truc on peut pas enlever le premier enfant. Et de toute façon, je ne voulais pas enlever le premier enfant. Donc la seule chose à faire, c'est s'arrêter. Donc je me suis arrêtée. J'ai passé quasiment toute ma grossesse du coup dans mon canapé, allongée. C'était trop bien. Au moins, j'ai pu profiter de cette grossesse puisque pour Ewen, je me suis arrêtée 2 jours avant le déclenchement. C'était pas la même chose. Pas la même chose. Donc tout allait bien. On a fait la T2. Donc on est allé à la T2. On était hyper stressés tous les deux. On se parlait presque pas dans la voiture. Vraiment, j'étais très 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 angoissée. La T2, tout se déroule bien. Bon bah là, encore pleurer tellement on était heureux que tout aille bien. Ensuite, on se fait un resto en se disant trop bien, on va profiter, on va fêter ça. On est allé acheter la première tenue d'Apolline, du coup. On n'avait pas tant... J'avais quand même commencé à acheter des petites choses, mais j'avais acheté des plus grandes tailles. J'avais pas acheté de taille naissance, pas trop de 1 mois, pas trop, parce que pour Ewen, du coup, j'en avais pas acheté. J'en avais acheté un petit peu, mais du coup, il les avait pas mises parce qu'il n'était pas habillé. En réanimation, il ne l'avait pas habillé. Donc je m'étais dit, j'attendrai d'être sûre que tout aille bien pour acheter la fameuse tenue. Pas de naissance, mais de sortie de la maternité, parce que c'était très important pour moi d'avoir cette tenue. Donc, la semaine, juste avant mon écho de T2, j'ai fait la prise de sang du 6e mois, qui est un peu plus poussée que les autres prises de sang, où on vérifie les rails et pas mal de choses. Donc là, on n'a pas le résultat tout de suite. Je crois que j'ai dû l'avoir 1 semaine après. Okay. Oui, puisque c'était aussi un jeudi. Donc je l'ai eu 1 semaine après, le résultat. Et là, j'ouvre le résultat et là, je vois que ça va pas du tout. C'était, je comprends dans le compte-rendu qu'il y avait un problème d'incompatibilité mère-enfant. Donc ça, je l'ai compris parce que j'en avais déjà entendu parler aussi avant. Et puis, j'ouvre Doctolib parce que du coup, Tom me dit « Attends, là, tu es en train de te faire des films. » Je dis « Mais non, c'est écrit, c'est juste que c'est écrit en termes médicaux. » Je dis « Lis le truc. » Et puis, il dit « Oui, en fait, tu as raison. » Donc, on voulait envoyer un message à la sage-femme. Et en ouvrant Doctolib, je vois qu'elle m'avait envoyé un message en disant « Je vous appelle à 16h pour discuter de la prise de sang. » Donc effectivement, elle m'appelle. On était hyper stressés tout du long. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on a dû avoir le résultat en début d'après-midi. Mais j'ai envie de dire, les 2-3 heures d'attente, là, c'était horrible parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va encore nous pondre ? Est-ce que la grossesse peut continuer ? Est-ce que notre enfant va naître à terme ? Est-ce qu'elle ne va pas être prématurée ? Sachant que moi, je ne voulais plus du tout entendre parler de réanimation. Est-ce que je vais encore avoir un suivi de dingue ? Oui. Donc, effectivement, on avait une allo-immunisation avec un antigène anticorps RH4C-, c'est très précis. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. C'est un mot barbare. Donc, en fait, concrètement, c'est mon corps qui se défendait, qui a créé ce RH4C-, qui se défendait du coup contre les hémoglobines d'Apolline. Et l'idée de tout ça, c'était qu'elle ne s'anémie pas trop. Quand même. Donc, on a surveillé tout le taux d'anticorps, antigènes toutes les 2 semaines en prise de sang. Et ensuite, on a fait des échographies Doppler au départ toutes les 2 semaines. Et donc, c'était pour vérifier qu'effectivement, les échanges se faisaient bien donc, c'était Doppler du cerveau et Doppler du cordon pour vérifier que les échanges de sang se faisaient bien et qu'elle n'était pas trop... endormie, même si dans le ventre c'est un peu compliqué voilà, mais c'est pareil, il fallait que moi tout le long de la grossesse je vérifie qu'elle bouge bien, donc super. Super, quand tu dis mince, je l'ai pas senti là, et il y a des fois où on se rend pas forcément compte en fait que le bébé bouge et on se dit mais en fait ça fait longtemps que, je ne sais plus si je l'ai senti, donc c'était un peu stressant quand même. Donc j'étais abonnée au labo, en plus vu que c'est un truc qui n'arrive à personne, au labo ils m'ont fait la première piqûre. La première prise de sang, c'était pour vérifier du coup le génotype d'Apolline, pouvoir déterminer elle son génotype, parce que si elle s'anémiait trop, peut-être qu'il allait falloir lui faire une transfusion in utero.
Et puis aussi comprendre tout simplement d'où venaient ces anticorps que j'avais dans mon corps que je ne devais pas avoir. Donc il fallait réussir à comprendre si c'était vraiment lié à Apolline ou si c'était un bug du système. Donc voilà, donc on a fait ce premier contrôle. Là, ça a mis du temps à arriver, mais entre-temps, j'ai quand même eu d'autres prises de sang aussi. Enfin, le suivi a commencé à vraiment être tous les 15 jours, même si on n'avait pas eu les résultats du génotype d'Apolline, parce qu'il fallait quand même prendre aucun risque. Ça faisait beaucoup rire les infirmières, puisque le dossier à envoyer à l'EFS, c'était très, très compliqué et très, très chiant. Oui. La première fois, donc, pour le fameux génotype, ils se sont trompés. Ils m'ont fait la piqûre le vendredi, ils m'ont enlevé 5 tubes. Oui. Le vendredi, l'EFS ne vient pas chercher le sang. Il fallait revenir le lundi. Donc, ça nous rajoutait encore 3 jours. Parce que bon, évidemment, moi, je comptais en jours que ça me rajoutait pour avoir les résultats. Donc, ça me rajoutait 3 jours. Super. Donc je fais... ils finissent par me piquer. Et puis là, en même temps, je crois qu'elle s'était trompée de tube, l'infirmière, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Donc en même temps, même la sage-femme n'avait pas trop d'infos sur ce truc. Donc elle avait dû se renseigner auprès de l'EFS. L'EFS avait dit, il faut ça dans la prise de sang. Mais en même temps, c'était pas clair. Enfin bref, c'était quelque chose. Il y a eu deux, trois prises de sang avant de trouver le truc. Donc, j'ai jamais changé de labo. Toujours pris le rendez-vous à la même heure, le même jour, pour toujours avoir... Cyrielle, elle vient à telle heure, c'est elle, on vient... Et puis à chaque fois, elle me dit « Ah, c'est bon, votre dossier est prêt, on n'a plus qu'à... » Donc voilà. Donc ça a duré jusqu'à la fin de la grossesse. Donc l'idée était de vérifier qu'elle ne s'anémiait pas trop. Parce qu'après, il y allait aussi, peut-être si elle était trop anémiée, se dire en fait, il faut accoucher plus tôt. Parce que si elle est trop anémiée, est-ce que c'est pas dangereux pour elle aussi ? Est-ce que finalement, on peut la transfuser in utero ou pas ? Donc, on devait vérifier, il y avait une sorte d'échelle, si on peut dire, de 1 à 7 de mémoire. Et effectivement, de 15 jours en 15 jours, tu pouvais pas passer de 1 à 5. Okay. En gros, si ça se dégradait, c'était de 1 à 2 ou de 1 à 3, mais pas passer tout de suite à 7. Donc nous, elle est toujours restée entre 1 et 2. Et puis à un moment donné, j'avais dit non mais de toute façon s'il y a trop de risques, moi, vous me déclenchez, moi je veux pas prendre de risques, c'est bon, j'ai assez donné pour le premier, etc. Donc j'ai eu pas mal de rendez-vous aussi avec la maternité et les pédiatres de la maternité, parce que moi je voulais le plus possible ne pas être séparée de mon bébé à la naissance, l'avoir sur moi. Même que 2 minutes, j'acceptais, mais au moins l'avoir sur moi. Et en fait, elle m'a trop rassurée en me disant que de toute façon, une fois qu'on passait les 34 SA, parce que donc j'ai pas accouché au CHU, j'ai accouché à la Sagesse qui n'est pas du coup les mêmes, ils peuvent pas faire les mêmes soins parce qu'ils ont juste une néonate classique, ils n'ont pas de réa et de soins intensifs. Donc je leur avais dit, voilà, moi si je sais qu'elle peut pas avoir de transfusion ici à la naissance, je veux pas accoucher là, quoi. Donc elle m'avait rassurée en me disant que de toute façon, si elle ne se dégradait pas après les 34 SA, eux, ils pourraient de toute façon... au pire, si au dernier moment elle se dégrade, j'accouche au CHU et c'est réglé. Et si elle se dégradait pas, de toute façon, il serait géré. Et voilà. Donc j'ai été quand même rassurée. Et puis de toute façon, à un moment donné, je me suis dit, on n'a pas le choix, quoi. Enfin, on peut pas revenir. On ne peut pas revenir en arrière, on ne le choisit pas. Donc, cette allo-immunisation, je l'aurai à chaque grossesse. Donc heureusement, j'ai eu la chance de ne jamais faire de fausses couches. Parce que si j'avais fait même des fausses couches avant Ewen, du coup, Ewen l'aurait eu. Parce que plus on a de grossesse, plus ça attaque. Parce que c'est vraiment ton corps qui se défend contre. Après, il faut que le bébé... de ce que j'ai compris, il faut que le bébé soit aussi ait aussi un truc dans son groupe sanguin qui fasse que, en gros, le moins et le plus s'attaque. Il y a un truc comme ça, j'ai pas tout compris, sachant qu'avec Apolline, on a exactement le même groupe sanguin. C'est ça qui est assez dingue. Donc, Mais c'est ce qu'on disait au début de l'enregistrement, que voilà, c'est quand même plein de rebondissements. Et donc là, toi, tu te sentais comment ? Enfin, Tom et toi, vous étiez comment quand vous avez eu... voilà, déjà, tu me disais, on en parlait déjà il y a quelques semaines. T'avais mal au bras à force d'avoir des piqûres quand même. Voilà, toutes les 2 semaines, du 6e mois jusqu'à la fin, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est quand même physiquement, mentalement, vous étiez comment ? Alors, on a eu... oui, j'avais
extrêmement mal à mes veines. C'est horrible. J'avais trop mal. Et puis, donc, on avait vachement été rassurés au fur et à mesure parce qu'en fait, on voyait qu'elle s'anémiait pas, que tout était bon, que tout était plutôt rassurant. Donc, au départ, on était quand même stressés. On se dit, purée, mais encore nous, quoi. Et puis là, pour le coup, tu te dis, si elle naît prématurément, on repart dans un truc. Enfin, moi, c'était mon angoisse, en fait, de retourner en néonat et en réa. Même si les gens sont très sympas, hein, c'est pas le sujet, mais juste, j'avais pas envie. Et puis moi, Ewen, je l'ai très peu encore laissé dormir à d'autres. Donc, en fait, être séparée de lui, me dire, ça se trouve, je vais avoir un bébé hospitalisé, il va falloir que je me sépare entre les deux, sachant que Ewen, lui, je l'ai jamais laissé quand il était en réa et en néonat. Donc, ça voulait dire potentiellement laisser le tout petit bébé. J'avais pas du tout envie. C'était pas du tout possible dans mon cerveau, ça ne marchait pas. Donc, au fur et à mesure, on a été rassurés. Et puis, après, arrivé 34 semaines, 37 semaines, on voyait que tout allait bien. On s'est dit, allez, là, tout va bien aller. On savait qu'après, c'était pas gagné d'avance, hein, parce que elle pouvait, du coup, s'anémier à la naissance. Moi, mon sang, de ce que j'ai compris, j'avais des risques aussi d'hémorragie plus importants à la naissance. Mon sang ne pouvait pas... Enfin, si je faisais une hémorragie, il me fallait un sang particulier. Pas tout compris. Mais en tout cas, l'anesthésiste m'avait dit, de toute façon, la poche de sang, à partir du moment où vous entrez dans la matière, on commande la poche de sang pour vous. Enfin, ou plusieurs, j'en sais rien, mais on fait une commande ou on fait une réservation de façon à ce que ça arrive rapidement. Et du coup, oui, à la naissance, ce qu'elles ont vérifié, c'est que Apolline était bien tonique, était bien rose, parce qu'effectivement, elle pouvait s'être anémiée dans les quelques jours entre la prise de sang et la naissance, sait-on jamais. Et puis, elle risquait aussi d'avoir une jaunisse. Donc, on a beaucoup vérifié aussi son taux de jaunisse. Elle a refait une prise de sang à 48 heures. Donc, comme elle allait bien à la naissance, elle a refait une prise de sang à 48 heures pour vérifier ses hémoglobines. Oui. Tout allait bien. On a quand même eu un contrôle régulier parce que tout allait bien. 1 semaine après ou 2 semaines après, 3 semaines après. Parce que tous les bébés s'anémient en fait à 3 semaines, juste qu'on ne sait pas à quel stade parce que en fait ton bébé s'il va bien, tu le sais pas quoi. Donc elle est passée de 18 de taux d'hémoglobine à 7,5 en 3 semaines. Et 7 c'est le stade transfusion. Donc là on a commencé à vérifier 1 semaine, donc pour ces 1 mois en fait là j'ai vraiment vu que ça allait plus. Elle était hyper épuisée, elle mangeait plus beaucoup. Donc, elle a été transfusée pour ces 1 mois. Okay. Et maintenant, tout va bien. Oui. Voilà. Elle a 7 mois. Elle a 7 mois, tout va bien. De toute façon, à partir du moment où tu as eu ta transfusion et ton hémoglobine, tout va bien. Enfin, voilà, c'est juste, j'ai envie de dire, remettre à niveau le taux d'hémoglobine et puis c'est bon, quoi. Elle aura pas de soucis. Moi, j'ai toujours un suivi, par contre, jusqu'à ce que le taux de RH4 diminue. Ok. À savoir que, de toute façon, ils m'ont déconseillé de tomber enceinte. Ah oui, si jamais vous vouliez un 3e enfant, c'est... Pas maintenant, en tout cas. Oui, ça rassure Tom, parce qu'il n'en veut pas de 3e enfant. Pour le moment, j'essaye de travailler. Tom, si tu nous écoutes. Pourquoi pas? Mais même moi, non, pour l'instant, non. Non, on a eu trop de choses émotionnelles pour que mon petit corps et mon petit cœur résistent. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est dur d'entendre les médecins te dire que en effet, là, il faut qu'il fasse diminuer ton taux. Enfin, c'est quand même, ça fait plein de choses. Et puis en fait, te prendre même si nous on s'était dit, Tom a toujours dit, moi je veux que 2 enfants. Donc moi j'avais dit, oui, en soi, moi j'aimerais peut-être bien un 3e, je ne sais pas. Mais en fait, quand c'est le corps médical qui dit là, faut pas d'enfant. En fait, c'est pas la même chose que quand c'est toi qui le décides. Parce que c'est un peu particulier. Et puis ça m'a vraiment fait mal en fait quand la maternité, la pédiatre m'a dit non mais vous madame déjà vous allez avoir un suivi, parce que du coup ça ils savaient pas en fait qu'il fallait que j'ai un suivi. Ils ont dû contacter l'EFS. La pédiatre de la sagesse a été top. Elle connaissait pas trop ce sujet-là. Elle s'est renseignée de partout pour avoir plein d'informations. Elle a appelé plusieurs hôpitaux, elle a appelé, c'était vraiment génial, on a vraiment été super bien suivis. Puis elle s'est aussi renseignée pour moi ce qu'il fallait que je fasse, et ça c'était chouette parce qu'en fait on me l'avait pas dit, moi, à part me dire vous allez peut-être avoir une hémorragie de la délivrance. Bon, ok, mais à part ça je savais pas, et même ma sage-femme ne savait pas non plus, donc elle aussi elle s'est renseignée de son côté, parce que du coup la pédiatre m'a donné les infos pour moi, et moi après j'ai retranscrit à ma sage-femme en disant voilà il me faut ça, et voilà. Mais effectivement quand c'est le corps médical qui te dit là il vous faut pas d'autres enfants pour le moment,
bah oui, de toute façon, c'est pas le projet. Enfin, j'ai envie de profiter de mes enfants avant peut-être d'envisager une 3e grossesse. Enfin, voilà, c'est pas le sujet. Mais quand même, tu l'entends, ça fait un peu mal, quoi. C'est pas toi qui décides, on va dire. Oui. Et ça, j'aime pas. Étant donné que tu as vécu quand même 2 grossesses où tu n'étais pas maîtresse de quoi que ce soit, donc ne plus être maîtresse potentiellement en 3e enfant, une 3e grossesse. Même si on sait que de toute façon, la prochaine grossesse, il y aura toujours autant de suivi, mais c'est pas la même chose. Et puis là, on avait pris quand même beaucoup de recul parce que quand Apolline a eu sa transfusion au CHU, justement, il me disait « Mais madame, vous n'avez pas de questions ?» Je dis bah non. Il me dit mais madame, vous êtes hyper sereine. Je dis bah enfin c'est qu'une transfusion. Il dit mais non madame, c'est une transfusion, c'est. Je dis bah non mais c'est qu'une transfusion, c'est rien. Et en fait ils étaient tous hyper surpris. Et là j'ai vu qu'en fait les sages-femmes elles me disaient mais vous êtes infirmière, vous êtes du métier, vous êtes pédiatre. Ah non, pas du tout. Elle me dit, mais parce que du coup, je les aidais à faire tous les soins sur Apolline, mais comme j'avais aidé Ewen en réanimation. Et en fait, je leur ai dit, mais non, je pense que ça ne doit pas être écrit évidemment dans le dossier d'Apolline, mais son frère a longtemps été hospitalisé. Donc là, j'ai raconté l'histoire d'Ewen et elles m'ont dit, ah bah non, mais on comprend du coup pourquoi vous maîtrisez tel truc, pourquoi la seringue, quand elle sonne, vous savez l'éteindre et vraiment l'éteindre et pas la mettre en pause. Pourquoi est-ce que quand il faut mettre le cathéter, en fait, vous êtes là, vous faites les bons gestes pour nous aider parce qu'en fait, oui, il en a déjà eu plein et vous avez déjà aidé. Donc oui, donc franchement, ce que je leur ai dit, je dis, bah non, la transfusion, je veux dire, mon fils, on a déjà eu plusieurs. Alors, du coup, c'est pas cool. Là, je me suis mise à culpabiliser pour Apolline parce que je me suis dit, en fait, je m'inquiète pas pour elle. Enfin, oui, c'était quand même stressant et c'était quand même pénible de se retrouver à l'hôpital pour ça, encore une fois. Enfin, voilà, c'est pas un moment agréable. Mais j'étais pas stressée, j'étais plutôt sereine. Et je me dis, mince, la pauvre, en fait, elle va croire que son histoire, c'est du pipeau. Mais en fait, c'est grave, parce que même cette incompatibilité mère-enfant est quand même grave, mais c'est sûr que par rapport à ce que Ewen a eu, et puis pour Ewen, on a quand même été hyper serein aussi déjà. Donc forcément que là, en soi, je savais qu'elle allait avoir sa transfusion et que le lendemain, tout allait redevenir comme avant. Donc en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Et puis en même temps, c'est intéressant de se dire aussi que en fait, ça vous a donné tellement de... Moi, en t'écoutant, là, je me suis dit, en fait, vous êtes devenus des espèces de chargés de projet, de chargés de mission de votre enfant, parce que des soins de votre enfant, parce que en tant que parent, certes, mais du coup, vous aviez tellement une charge de faire tout ça que ça vous a donné des billes énormes pour la suite, en fait. Oui, et puis même, je compare à des copines qui ont accouché en même temps que moi. C'est sûr que moi, ma vision, elle m'appelle Sissi Balek d'ailleurs, parce qu'en fait, elle a dit, mais en fait, rien ne t'atteint, t'es pas stressée pour un sou, pour tous les trucs. Non, enfin, il y a tellement plus grave au final que là, mes enfants sont en vie, vont bien, mangent bien, dorment bien. Oui, bon, parfois, ça va pas comme je veux, mais en soi, ils ont la santé. Donc c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Oui, et on va pas revenir 40 fois sur notre sort qui s'est acharné sur nous. Enfin, il y a un moment donné, il faut qu'on avance aussi, et puis on n'a pas le choix. Donc voilà. Donc moi, je pense que ça nous a amené tous les deux vachement de recul sur les situations et se dire qu'en fait rien n'est grave. Rien n'est grave tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie. J'ai envie de dire, on peut et puis en restant positif, forcément tout se passe bien. Enfin, normalement, en tout cas chez nous, on a eu cette chance. Après, évidemment, il y a des histoires. J'ai pas perdu d'enfant, donc voilà. Je pense que on peut pas comparer tout ça à la perte d'un enfant, bien évidemment. Et puis aussi, chaque caractère est différent, chaque situation est différente. Nous, on a eu vraiment une superbe équipe, que ça soit pour Ewen ou Apolline, une superbe équipe médicale qui nous a, d'ailleurs c'était les mêmes au final, qui nous ont très bien accompagnés sur tout et hyper rassurés aussi. Donc c'est vrai que oui, non, moi ça me stresse pas quand ils ont un rhume, ça me stresse pas s'ils ont moins mangé que d'habitude. Voilà, il y a plein de petites choses. Non, enfin. Ça t'apporte un peu de résilience finalement, Oui, tout voilà, ça. Carrément. Donc, et puis surtout, j'ai eu enfin un accouchement cool, sans avoir 13 personnes entre mes jambes. Oui, on allait y venir, cette question d'accouchement. Donc ça aide quand même vachement. C'est quand même mieux. Là, vous étiez combien ? Vous étiez en plus petite intime, c'était plus intime. Il y avait la sage-femme et la puère, quoi. Voilà. Et Tom, quand même. 4 plutôt, vous étiez que 4. On n'était que 4. Mais c'est dingue. Ça change la vie. Ça change la vie.
On en rigole, mais on sait bien que c'est pas drôle. Non, non, c'est pas drôle. Et puis, j'ai très bien vécu mon premier accouchement, malgré les 13 personnes. Mais juste, dans mon projet de naissance, c'était très drôle, parce que moi, c'était accoucher avec le moins de personnes possible autour de moi, avoir la péridurale, et puis avoir mon bébé sur moi. Voilà, c'était ça, mon projet de naissance. Et ne pas être séparée de mon bébé. Je m'en fiche s'il fallait l'envoyer au CHU. Moi, je montais avec elle dans l'ambulance, je m'en fiche, mais moi, je restais pas loin. C'était juste mon souhait, quoi. C'était pas un projet d'accouchement de dingue. Ouais. Mais quand même, ça, du coup, ça faisait... Quand on avait discuté avec la sage-femme, du coup, de la sagesse pour le dernier rendez-vous, elle m'avait dit, ça va, le projet de naissance, c'est plutôt... Et j'ai dit, oui, mais pour moi, c'est très, très important. Vraiment, c'est hyper important, même si ce que je lui disais, s'il y a urgence vitale, il y a urgence vitale. Évidemment, on va pas se mettre en danger ni le bébé ni moi. Enfin voilà, faut rester réaliste. Mais dans le plus possible, s'il y a des prises de sang à faire sur Apolline, moi j'aimerais bien qu'elle reste sur moi pour faire les prises de sang, parce que dit oui, mais vous savez, ça peut être impressionnant. Je dis non, franchement, la prise de sang, c'est pas, malheureusement, c'est plus ce qui m'impressionne, quoi. Je veux que tout soit fait avec nous et donc donc on a eu la chance que tout se fasse avec nous. La péridurale, on a failli ne pas l'avoir, oui. Mais bon. Mais tu l'as eu. Mais je l'ai eu, et tout s'est super bien passé, puisque l'accouchement a été très rapide, oui et non, parce que j'ai percé la poche des os le dimanche soir. Un peu plus, on était à la porte de chez nous, puisque nous n'avions pas les clés, on a dû appeler un serrurier à 17h30. Les rebondissements dans cet épisode sont... c'est phénoménal. C'est génial, on adore. Voilà, donc un peu plus, j'ai accouché à la porte de chez moi. Je perdais les os à la porte de chez moi. Le serrurier est quand même venu à 17h30, sachant qu'il fermait à 18h. On est rentré chez nous à 18h15, formidable, pour perdre les os à 20h. Voilà. Donc tout s'est quand même très bien passé, parce que j'avais juste fissuré la poche des os, mais toujours un peu la crainte de est-ce que je me fais pas pipi dessus. Donc mais j'étais quasi sûre quand même de moi, parce que je me dis ça continue à couler, ça fait quand même une demi-heure, je veux bien, mais je suis pas non plus incontinente à ce point. Donc voilà, donc on était hyper sereins justement pour l'accouchement, parce que Apolline est née 4 jours avant son terme, donc nickel, sachant que moi j'avais pensé à accoucher 15 jours avant. Du coup j'étais un peu en déprime et en attente d'accoucher, j'en pouvais plus, parce que je déteste toujours être enceinte, ça n'a pas changé. Donc voilà, donc on était hyper sereins, on était trop contents de partir à la mater. On arrive à la mater, on met un monito évidemment, elle me dit vous avez quand même des contractions toutes les 5 minutes. Je dis oui, elles me chatouillent, quoi, elles me font pas mal, donc pas de souci, pas de problème. Elle vérifie, c'était bien la poche des os. Du vous n'êtes pas douloureuse, je vous propose de vous monter en maternité plutôt que vous mettre en salle de naissance, parce que quand on fissure la poche des os, l'accouchement peut mettre 36 heures. Avant de... Pire, on déclenche dans 36 heures. Je dis c'est bon, avec toute la chance que j'ai couché ça. Vous allez me déclencher dans 36 heures. Du coup, on monte en chambre. Là, c'était assez étrange de se dire je prépare les petites affaires de mon bébé dans la chambre dans laquelle je reviendrai avec lui. C'était chouette. On a pu tout installer. Donc après, on est monté vers 23h. Donc après, on s'est reposé. Mais moi, j'étais un peu excitée quand même de me dire ça va arriver. À tout moment, c'est demain. À tout moment, c'est après-demain. À tout moment, c'est maintenant. On ne sait pas. Et donc, on a quand même réussi à se reposer. Les contractions commençaient un peu plus à me chatouiller. Le matin, j'avais fissuré à 20h, donc 12 heures après, il faut les antibiotiques. Donc à 8h, ils nous apportent le petit-déj et ils me disent une sage-femme viendra vous chercher pour vous descendre en mater et vous mettre les antibiotiques. 9h, personne, mais là, je commençais à avoir un peu plus mal. Donc on rappelle quand même, Tom dit c'est bizarre, ça fait du coup 13 heures qu'elle a fissuré la poche des os, on n'a pas eu l'antibio, est-ce que c'est normal, sachant qu'elle commence à avoir un petit peu de contraction douloureuse. Donc elles viennent me chercher, elles me descendent et elles me disent je vous ai amené une chaise si vous avez trop mal. Je dis non, je marche parce que vaut mieux que je reste active, sait-on jamais. Le fait de marcher, ça a arrêté les contractions. Joie et bonheur. J'étais dégoûtée en arrivant dans la salle de naissance. Je dis purée, j'ai plus une contraction, quoi. J'ai senti des choses toute la nuit et là plus rien, génial. Donc elle me met les antibiotiques, elle vérifie, mon col était toujours à 2 comme la veille. Donc tout était bon et effectivement plus de contraction sur le monito. Donc elle me dit allez marcher 2 heures. Info importante, j'étais descendue en pantoufles.
Je dis, bon, je vais aller remettre mes chaussures. J'étais vraiment dégoûtée. Je monte dans la chambre et là, je dis, attends, je crois que ça recommence. Je dis, attends, je vais mettre mes chaussures. Et Tom me dit, on avait amené des Kit Kat, des Kinder Country et du jus d'ananas dans la chambre. Pourquoi ? Je ne sais pas, pendant la grossesse. À la fin de la grossesse, j'ai eu envie de mettre ça dans mon sac de mater. Donc Tom me dit, mange un petit, tu veux quoi, un Kinder Country, un Kit Kat et bois ta brique de jus d'ananas, parce que j'avais lu que le jus d'ananas aidait à la dilatation. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un remède de grand-mère. Dirons-nous que j'ai bu ma brique. J'ai commencé à manger mon Kit Kat et j'ai dit, non, ça va pas le faire. Là, j'ai trop mal. Là, je peux plus. Donc Tom me dit, vas-y, vite, dépêche-toi, on sort un peu, au moins on fait le tour du parking, au moins on aura pris l'air et puis on aura marché. On aura quelque chose à dire à la sage-femme. On va pas redescendre comme ça, là, mais non, elle nous a envoyé 2 heures, c'est 2 heures. Hein. Oui, ok. Je suis sortie de la chambre. C'était dur ? C'était dur. C'était très dur. Je devais me pendre à Tom à chaque contraction, mais chaque contraction arrivait devant chaque porte de la maternité. Donc, comment vous dire que les chambres, elles sont collées, les portes sont collées. Donc, on a mis... C'était un peu long. Je pense qu'on a mis 20 minutes à redescendre. Et là, Tom a dit... on va pas aller marcher. Non, sagidé. Puis là, tout le monde me regardait dans les halls de la sagesse, que ça se voyait, que je souffrais. Mais en même temps, j'étais là. Respire. Pousse sur tes jambes, pousse sur tes bras. Tout va bien se passer. Et puis là, on arrive en salle de naissance. On rappelle, parce qu'on se dit, faut quand même qu'on la prévienne quand on est revenu, sait-on jamais. Donc, c'est une collègue à elle qui vient en disant, désolée, ma collègue est en... Anne-Laure est déjà sur un accouchement, mais elle m'a dit que de toute façon, vous étiez à 2 il y a 20 minutes, donc c'est bon, quoi. Je dis, ouais, là, ça commence à être plus douloureux. Elle me dit, écoutez, je vous mets le ballon, et puis je la préviens. Et puis, il y avait un bain dans la chambre. Je dis, je pourrais pas faire un bain. Elle me dit, si, allez-y, je vous coule le bain, je le mets un peu chaud, comme ça vous laisse le temps de vous déshabiller, de faire un peu de ballon, et puis dès que c'est la bonne température, vous allez dedans. Donc nickel, elle me coule mon bain, je vais dans mon bain, et là, les contractions commencent à s'intensifier. Et j'arrivais de moins en moins à les gérer, je les sentais de plus en plus douloureuses. Et là, évidemment, ce qu'on parle jamais, l'envie de faire caca. Oui. L'envie de se dire, il faut que ça sorte, il faut que ça se vide. Maintenant. Mais là, je dis à Tom, ça recommence. Il me dit, ça c'est bon signe. Oui. Parce que pour Ewen, j'avais eu ça aussi. Et il me dit, là, ça c'est bon signe. J'ai dit, oui, je pense. Donc, il m'aide à sortir tant bien que mal du bain, parce que je souffrais beaucoup. Et puis surtout, il m'amène aux toilettes. Quand même. Oui. Quand même, je vais pas faire ça dans le bain. Emmène-moi aux toilettes. Il m'emmène aux toilettes et là, il dit, franchement, vraiment, l'accouchement, c'est quelque chose. C'est un marathon. Donc je fais tout ce que j'ai à faire. Hein. Puis après, je ressors et puis là, je dis, par contre, ça, j'ai vraiment mal. Est-ce qu'on peut pas rappeler au moins pour lui dire que j'ai mal ? Ça faisait un peu moins d'1 heure qu'elle m'avait envoyé marcher 2 heures. Donc, elle dit, oui, effectivement, je vois bien que c'est douloureux. On voit bien, on voit. On va réexaminer. Bon, vous êtes à 5. Ah, charmant. Puis là, je continue à bien gérer les contractions, à faire ce que la sage-femme des cours de prépa m'avait montré. Tom essayait, avait mis la petite musique. Tout ce qu'on avait dit, on y arrivait, on gérait. J'avais mon petit winner flow là, pour souffler. Donc, je faisais ça, c'était très bien. C'était chouette. Et puis là, elle me dit, du coup, la péri, vous la voulez maintenant ? Je fais, écoutez, là, je me sens bien, c'est bon, pas maintenant. Elle me dit, ok. Et là, j'ai une contraction, je fais, non, en fait, je veux la péri tout de suite. Donc, elle me dit, ok, je préviens l'anesthésiste, mais elle n'est pas là maintenant. Je fais, ok, pas de souci, je vais continuer à gérer, juste que ça commence à s'intensifier, mais bon, pas de problème. Donc là, la sage-femme a vu quand même que c'était de plus en plus douloureux. Elle est allée voir elle a appelé l'anesthésiste. L'anesthésiste, elle revient me voir en me disant, l'anesthésiste va pas être là tout de suite. Elle est sur un autre accouchement. Enfin bref, ok, très bien, pas de souci. Et ça faisait combien de temps là ? Ça faisait, je sais pas, peut-être 10 minutes qu'elle était ressortie pour voir l'anesthésiste. Je me suis transformée en animal. Que s'est-il passé ? Parce que moi, je connais l'histoire, mais... Que s'est-il passé ? Je suis devenue un animal. J'ai commencé à faire... Waouh. Je sais pas, j'avais besoin de faire ça.
Et puis vraiment, j'avais vraiment mal. Donc j'ai commencé à gérer. Je gérais justement avec les OA, machin. Tom était là, mais elle est par jour, elle devient folle, elle est possédée. Donc il avait toujours mis la musique. Il me disait, est-ce que tu veux que je laisse la musique? Je dis oui, laisse la musique. Donc il avait laissé. Et puis là, je dis à la sage-femme, elle me dit, bah là, l'anesthésiste, je suis désolée, viens pas tout de suite. Elle dit, je vois que vous êtes hyper douloureuse. Elle dit, continuez à gérer comme vous faites. J'ai vu là, je vais pas y arriver toute seule. Restez avec moi. Donc la sage-femme et l'auxiliaire sont restés avec moi tout du long. Heureusement, parce que ça a duré 1 heure avant que l'anesthésiste arrive. Donc en plus, j'ai attendu, je pense, bien 1 demi-heure en position péridurale. Donc assise, pas du tout adéquate, avec des contractions qui ne s'arrêtaient pas. Et puis, du coup, le besoin de pousser, puis c'est ce que je disais, mais là, je sens en fait. Je sens. Je sens que qu'il y a quelque chose en bas, quoi, que le passage est en train de se faire. C'est imminent. C'est imminent, je sens. Et puis là, je poussais à chaque contraction, mais vraiment, j'avais ce besoin en fait de pousser. Et elle me disait, bah faites. Et puis j'hurlais. C'était horrible. Mais vraiment un épisode de baby boom. Vraiment, les gens autour ont dû avoir super peur, les nanas qui accouchaient, les pauvres. Et puis à chaque fois, il y avait des sages-femmes ou des auxiliaires qui revenaient en disant, on a prévenu l'anesthésiste que là, fallait qu'elle se dépêche parce que c'était imminent, etc. Donc à chaque fois, c'est bon, l'anesthésiste est bien prévenu, l'anesthésiste est bien prévenu. L'anesthésiste arrive. Mais depuis combien de temps? On attendait toujours. Ah, ça faisait quand même 1 heure. Enfin non, ça faisait un peu moins, mais bon, bref. Mais toi, tu souffrais. Voilà, j'ai eu la péri au bout d'1 heure, en gros. Et l'anesthésiste est arrivé, et là, elle me dit, « Ah, bah, j'ai pas encore lu votre dossier. Et puis là, madame, va falloir arrêter de crier. » J'avais envie de me l'emplafonner. « Madame, vous respirez n'importe comment. » Et puis là, t'as la sage-femme qui me regarde, qui me dit, respirez, continuez, c'est très bien ce que vous faites, continuez, vous gérez très bien. Et puis elles m'ont dit tout du long en fait que j'avais très bien géré, que oui, par moments il y avait des contractions qui me faisaient entre guillemets perdre de pied et crier et hurler parce que en fait elles étaient hyper fortes et c'était une contraction en continu, j'avais pas de répit, donc c'est vraiment les contractions de la fin. Puis à la fin je disais mais je vais mourir, je pouvais plus. Donc voilà, nous étions dans la phase de désespérance. Donc elle finit par me poser la péri, elle retourne quand même voir sur son ordi dehors. Et puis là, je l'entends discuter au téléphone. Bon, moi, je n'entendais plus trop. Mais Tom m'a dit, en plus, elle racontait des blagues au téléphone. Non, mais elle n'avait pas vu que tu t'étais transformée, qu'il fallait faire quelque chose. Non, l'autre, elle raconte des blagues. Désolée, madame l'anesthésiste, si vous écoutez, mais... Désolée. Sachez que ça peut faire très mal. Voilà, ça fait très mal. Hein. Et que voilà, dire que je ne me positionnais mal alors que ça fait 1 heure que je vous attends, hein. Merci, mais... Mais je pense qu'il y aura beaucoup de femmes qui seront heureuses de t'entendre parce que mine de rien, quand tu vis ça... Oui, et puis oui, accoucher ça fait mal, oui, forcément. Mais bon, moi en plus, je voulais accoucher avec une péridurale. Donc je m'étais pas du tout préparée à l'éventualité d'accoucher sans péridurale. Parce qu'il y en a qui accouchent sans péridurale qui n'ont pas autant de ressenti de la douleur. Parce que je pense qu'elles sont préparées, mais moi, pas du tout. Pour moi, la péri, je l'avais à 5-6, quoi. Donc vraiment, bref. Elle me pose la péridurale. Et là, ça commence à faire effet. Donc, la sage-femme me dit, bon, je vous installe. Et là, je me mets à trembler. Mais en fait, mon corps a réagi à toute la douleur qu'il a eue. Il tremblait, j'arrivais pas à m'arrêter. Donc, la sage-femme m'a mis une couverture pour me réchauffer. Elle me dit, bon, je vous réexamine si vous voulez pour qu'on voit où ça en est. Mais je dis, mais en fait, là, je sens qu'il y a la tête qui est pas très loin, quoi. Je sens que mon bassin, c'est... écarté, enfin je sais pas comment dire, mais que je sens que ça va arriver. Et puis elle dit oui, effectivement, vous êtes à dilatation complète, on voit bien qu'elle s'engage, donc elle dit qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire et tout. Je dis écoutez, normalement je crois que de ce que j'ai compris, il faut attendre plutôt 2 ou 3 heures, le temps que le bébé descende bien, plutôt que de s'acharner à pousser, enfin voilà, si vous êtes ok, on peut faire ça. Donc du coup il était midi, puisque la péri, c'était à 10h qu'elle m'a envoyé marcher 2 heures, donc il était un peu moins de midi. Elle me dit moi de toute façon j'ai plus d'accouchement pour l'instant, ce que je vous propose c'est que j'aille manger, je finisse ma paperasse et tout, et comme ça je vous laisse tranquille, vous avez la sonnette, vous m'appelez, enfin bref je surveille quand même de loin et je repasse vous voir toutes les heures pour voir où ça en est. Donc elle repasse au bout d'1 heure, là elle me dit elle descend bien, c'est bien, mais je vois qu'il y a un truc sur son épaule, elle est pas bien. Donc elle la repositionne, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle l'a repositionnée, elle me dit très bien, elle va continuer à descendre. Et puis au bout de 2 heures, là j'ai dit attends, mais je sens que c'est là. Enfin, en fait la péri
elle était tellement bien dosée que du coup, je sentais quand même tout sans avoir mal. Ça, c'est merveilleux. Mais je sentais tout. Donc, trop bien. Donc là, je dis, quand même, là, je sens que, je me repose encore un peu et puis on verra. Au bout des 3 heures, elle revient, la sage-femme me dit, c'est bon, du coup, je vous ai laissé le temps que vous m'avez demandé. Tout va bien, on voit bien qu'elle réagit bien. Elle dit, on va regarder. Puis elle dit, oui, elle est presque là. On va s'entraîner à pousser parce que souvent, c'est ce qu'ils disent, on s'entraîne à pousser. Donc, je me suis entraînée à pousser. Ça l'a fait descendre comme il fallait. Pareil, elle m'a proposé la position que je voulais. Mais là, en fin de compte, j'avais tellement eu mal avant. Et puis, j'étais encore un peu en tremblotante de la douleur d'avant. Donc, je dis, franchement, faites comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Là, j'ai plus de... voilà, l'important, c'est qu'elle sorte. Voilà. Et puis, j'ai poussé 2 fois. Donc, c'était vraiment trop bien parce que je sentais les contractions sans avoir mal. J'ai senti sa tête bien se poser sur mon fameux périnée. Donc, elle m'a dit, là, on bloque, c'est bien. Elle me dit, là, elle est arrivée. Enfin, voilà, là, il y a ses cheveux qui sont sortis, quoi. Je dis, oui, je me doute, je sens tout. Enfin, je sens, donc pas de souci. Et puis, j'ai repoussé une autre fois. Et puis, là, j'ai pu l'attraper, du coup. Je voulais pas la toucher avant, j'ai pu l'attraper. Donc, je l'ai attrapée, je l'ai mise sur moi. Et puis, tout allait bien. Et puis, elle pleurait. Puis, elle était trop chou. Et puis, elle avait pas... Puis, c'était bien rose comme il fallait. Donc, Tom a pu couper le cordon parce qu'il n'avait pas pu couper pour Ewen. Donc là, il a pu couper le cordon. Le cordon était trop court aussi. Je ne sais plus si j'avais dit ça dans le podcast d'Ewen, mais effectivement, pour Ewen, ils avaient mis la table de Réa à une certaine distance et en fait, la table était trop loin. Et bien là, le cordon était trop court aussi parce que du coup, je prends Apolline et je voulais la mettre sur ma poitrine et elle me dit « Ah non, tirez pas, il n'y a pas assez de cordon !» Et là, j'ai dit « Non, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est connu chez nous. » Tout est sous contrôle. Donc du coup, ils ont fait un clampage tardif comme je voulais. Voilà, parce que de toute façon, la sagesse, c'est un peu leur pratique. C'est ce qu'ils m'avaient dit. De toute façon, on fait clampage tardif dans tous les cas. Donc là, c'est ce qu'ils avaient fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis après, le placenta est bien sorti. J'ai pas eu de révision. Utérine, ouais. C'est mieux. C'est mieux, même si après, il n'y a pas le choix. Et puis, j'ai pas eu de déchirure, j'ai rien eu, parce qu'elle est bien. L'accouchement était du coup hyper rapide, parce que finalement, je me suis vraiment mise en travail vers 10h, quoi. Et à midi, un peu moins de midi, j'étais déjà à dilatation complète, quoi. Donc, c'était rapide, quand même. Ça s'est dilaté tout en 2 heures, donc c'était hyper intense. Et puis d'un côté, je suis contente d'avoir vécu ça, parce qu'en même temps... de moi-même, je pense que j'aurais jamais osé aller si loin que ça sans péridurale. Donc je suis contente d'avoir vécu ça et puis d'avoir quand même eu cette péridurale pour me reposer aussi et pouvoir pousser. Parce que si ça se trouve, sans péridurale, à 12h30, elle serait née, Apolline, puisqu'au final, à chaque contraction, je poussais. Donc peut-être qu'elle serait née aussi. Mais je suis contente d'avoir eu ce temps où je me repose et ok, je me remets de mes émotions. Et en même temps, j'étais hyper contente de ce que j'avais vécu. Et ce qui est drôle, c'est qu'une collègue de ma belle-mère a sa meilleure copine qui travaille à la sagesse, qui est sage-femme à la sagesse. Donc, c'était pas la sage-femme qui m'a accouchée. Mais effectivement, elle était là. Et du coup, quand elle a dit « ma belle-fille est en train d'accoucher », du coup, elle a envoyé un message à sa copine en disant « il y a la belle-fille d'une de mes collègues qui s'appelle Cyrielle ». Puis elle dit « Ah oui, l'accouchement est... » Après, elle a attendu en gros qu'elle dise « Ah bah oui, c'est bon, elle nous a dit que la petite était née. » Elle dit « Ah oui, apparemment, l'accouchement a été plutôt rapide et sportif. » Donc c'était rigolo parce qu'effectivement, je pense que tout le monde a entendu ma douce voix hurler dans les couloirs. Et en même temps, c'est des moments aussi qui t'habitent, que tu peux pas contrôler aussi. Clairement, à la fin, je contrôlais plus. La douleur était trop forte et puis j'étais pas préparée à ça. Et puis en plus, j'étais en position de péridurale. Donc en même temps, se dire, la sage-femme m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on change de position ? Je dis non, parce que je sais même pas si je serais capable de me remettre dans cette position. Et moi, je veux pas accoucher sans péridurale. Je veux pas, je veux cette péridurale. Donc voilà. Donc c'était hyper chouette comme accouchement, totalement différent du coup totalement différent oui et non de celui d'Ewen, parce que Ewen, mine de rien, j'ai accouché aussi en voix basse, pareil, la péridurale était bien dosée, c'est juste la suite de l'accouchement qui était clairement différent, et là c'était trop cool, j'ai eu mon petit bébé sur moi, mais par contre quand t'as jamais porté de petit bébé, c'est différent, hein. C'est trop bizarre, je savais pas quoi faire en fait de ce petit truc sur moi
qui bougeait comme un bébé qui naît, quoi. Ça bouge pas non plus beaucoup. Mais du coup, j'avais peur de la casser. Je ne savais pas quoi faire. Et du coup, je m'étais dit, je vais peut-être essayer d'allaiter. Parce que Ewen, j'avais fait du tire-allaitement 1 mois. Donc là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire de l'allaitement au moins un petit peu aussi pour, on va dire que ce soit, entre guillemets, équitable, même si, bon, je pense qu'ils en ont rien à faire. Bref. Et du coup, j'ai fait la fameuse tétée d'accueil qui a duré tout le temps où on était en salle de naissance. Donc, ça a duré très longtemps. C'était super chouette. Mais en fait, j'étais pas à l'aise de la changer de côté. À chaque fois, Tom venait m'aider. Et en fait, on est remonté dans la chambre à la mater. Et j'ai dit à Tom, mais en fait, je suis trop impressionnée par ce si petit bébé. C'est trop petit. Et ouais, on l'a jamais porté petit comme ça. Je suis pas à l'aise non plus à l'allaiter. Il me dit oui, j'ai bien vu que t'étais pas à l'aise. C'est pas grave, on va lui donner des biberons et puis voilà. Et sauf si tu veux persister, mais moi aussi j'ai bien ressenti que t'étais pas à l'aise et que justement ce que t'attendais trop, c'était d'avoir ton bébé sur toi. Il me dit j'ai l'impression que t'as pas autant profité que ce que tu t'aurais pu, quoi. Et donc en soi, j'en garde quand même un super bon souvenir et je suis contente d'avoir fait cette tétée d'accueil. Mais effectivement, quand t'as jamais eu de bébé, avoir un si petit bébé avec toi, c'est bizarre. C'est étrange. Et puis en même temps, du coup, après, sur le séjour de la mater, pareil, il fallait faire des soins. Du coup, quand c'est un deuxième enfant, ils viennent pas trop te voir. Ils te laissent tranquille. Enfin, puis du coup, nous, on n'a jamais eu un enfant en maternité. Donc, je ne savais pas non plus si on est beaucoup de voir ou pas. Mais par rapport à la réa et à la néonate, clairement, on vient pas du tout de voir. Et puis, là, il fallait bien faire des soins de cordon. Mais nous, on n'avait jamais fait de soins de cordon parce que son cordon, il avait des cathéters, Ewen, dedans. Bien sûr, ouais. Donc, je ne savais pas, moi, comment faire tout ça. Et donc, à un moment, l'auxiliaire, je dis à l'auxiliaire, qui vient peser à Pauline, je dis, il y a son cordon à nettoyer, mais nous, on n'a jamais fait. Elle me dit, mais c'est votre deuxième enfant. Je dis, mais oui, mais le premier, on n'avait pas eu de soins. Enfin, je lui raconte vite fait. Elle dit, ok, nous, on est resté sur le fait que c'était un deuxième enfant, donc vous maîtrisiez tout. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas venu vous voir, parce que, on ne veut pas vous déranger non plus. Enfin, voilà. Et du coup, elle m'a montré. Et après, elle me dit, est-ce que vous voulez que j'écrive dans votre dossier que du coup, c'est un deuxième enfant, mais un premier bébé nouveau-né en maternité. Je dis non, parce que vraiment, c'est le seul truc que moi, je maîtrise pas. Après, le reste, en soi, changer une couche, donner un biberon, on maîtrise, quoi. Et puis surtout, un biberon d'un bébé qui boit. Oui. Ça change. Oui. Parce qu'Ewen ne buvait pas du tout. Là, elle a bu tout de suite. Donc, franchement, on n'a eu aucun stress. C'était trop bien. C'était une toute autre maternité, une toute autre histoire et trop chouette aussi, trop chouette. Vraiment, on a adoré cette expérience. Bon, les oreilles de Tom un peu moins. En même temps, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et puis oui, et puis c'était chouette. Et puis d'un côté, c'est chouette parce que je pense que quand t'es le deuxième enfant, du coup, c'est plus de la découverte pour tout. Mais nous, on a eu quand même cette découverte du coup, deuxième... cette découverte de premiers instants qu'on n'avait pas eu. Donc, c'est chouette aussi parce que je pense que là, je le vois maintenant qu'Apolline est plus grande, mais en fait, tout roule et puis tu connais déjà les étapes d'éveil, de motricité. C'est pas nouveau pour toi. C'est plus la même chose que quand c'est un premier où tu as trop envie de voir l'étape d'après. Là, tu dis, OK, elle fait ça, c'est normal. On va prendre notre temps parce que de toute façon, elle fera l'étape d'après plus tard, forcément. Et donc là, on a quand même eu les premiers moments qui étaient totalement différents et c'est chouette aussi parce que ça permet aussi de mettre du nouveau dans cette deuxième bébé. Ouais, et puis vous êtes redevenus parents, tu es redevenue mère, oui. Et puis c'est différemment en fait. Totalement, parce que Ewen, même si je l'ai pas eu sur moi, même si je l'ai pas eu avec moi, j'avais eu ce truc de waouh, il est trop beau, waouh, je l'aime quoi, c'est mon bébé, alors que je l'ai vu de loin, que là Apolline, j'ai eu ce truc de forcément, je l'aime trop, elle est trop mignonne, elle est trop belle, mais j'ai mis plus de temps à l'apprivoiser, je sais pas si c'est le bon terme, mais à me dire, oui, c'est mon bébé, quoi. C'est parce que je pense que tout s'est trop bien passé. Et que ça pouvait pas, je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit, je pense que c'était un mécanisme aussi de protection. En fait, ça se passe trop bien, il va nous tomber un truc sur la tête et forcément que ça se passera plus bien. Je pense que c'était un peu ça, même si
c'est trop bizarre comme façon de... Je pense que même d'un accouchement à un autre, forcément que les émotions ne sont pas les mêmes. Il y a toujours des différences parce que c'est 2 personnes différentes. On n'a pas les mêmes âges non plus. On n'a pas... Enfin voilà, il y a plein d'évolutions dans nos vies qui font que c'est plus la même chose. Mais ouais, c'est chouette. Oh là là, quelle aventure. Oui. Et donc, Cyrielle, merci déjà de nous avoir partagé tout ça. Et là, donc, on va parler des choses importantes aussi, tout aussi importantes de ce que tu as parlé. Donc, on arrive vers la fin de cet épisode, avec les traditionnels messages pépites coup de gueule dans quelques minutes. Pour toi, comment ça s'est passé ce deuxième postpartum ? Tu as commencé déjà à nous le dire, l'apprivoisement par rapport à Apolline. Est-ce que tu t'es sentie bien accompagnée ? Enfin, moi, c'est des questions qui sont importantes, mais voilà, je te les pose du coup. Alors, effectivement, moi, c'était plus l'apprivoisement de ce deuxième bébé tout petit. Voilà, mais au final, j'ai très bien vécu mon postpartum, même si, bon, bah, évidemment, un deuxième enfant... en plus de l'accouchement où on se prend un autobus dans la tronche, quand c'est un deuxième enfant, voilà, le premier, forcément qui demande toujours de l'attention, que voilà, pour lui c'est aussi, on lui ramène accessoirement un être qui ne connaît pas et qui n'a pas demandé, parce que bon, il n'a pas demandé à partager ses parents, donc faut réussir aussi à se partager entre les deux. On a moins de repos. Alors, ça, je pourrais pas trop le dire parce que, bon, pour Ewen, on se doute bien que j'ai pas eu de repos dans les premières semaines de vie. Mais Apolline, j'ai essayé de prendre un peu plus de temps pour moi aussi. Justement, parce que je me suis dit, je suis passée à côté de ça aussi pendant ma première grossesse. Parce que comme je disais dans le premier épisode, vraiment, je me suis mise totalement entre parenthèses pendant plusieurs mois. Donc là, je voulais pas ça. Je voulais être un peu plus, moi, prendre un peu plus de temps, mais aussi que Ewen puisse, entre guillemets, retrouver sa maman. Pas avoir c'est ma maman, mais je dois la partager. Voilà, je voulais aussi avoir des petits moments. Donc tout s'est plutôt bien passé, même si bon, évidemment, la fatigue, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on se disait avec Tom. Enfin, moi, j'ai jamais ressenti une fatigue aussi importante, que ce soit physique ou même mentale. Donc moi, j'ai de la chance dans le domaine dans lequel je travaille. On a des très longs congés maternité et ça, c'est trop bien parce que je viens seulement de reprendre. Donc Apolline avait 6 mois quand j'ai repris et ça c'est trop bien parce que vraiment le jour de ma fin de congé maternité théorique, enfin voilà, le congé légal, j'ai regardé Apolline, j'ai regardé Tom, j'ai dit mais là je devrais être au travail et en fait tous les deux on s'est dit mais c'est pas possible. Enfin, Apolline, Tom, le premier truc qu'il a dit c'est Apolline est beaucoup trop petite. J'ai dit oui mais mon corps est encore en chantier. Enfin là oui en soi j'ai eu de la chance, j'ai un périnée solide, enfin voilà, j'ai pas de descente d'organes, j'ai pas de fuite, j'ai rien, enfin voilà, en soi, oui, physiquement, et puis j'ai vite récupéré mon corps, c'est un bien grand mot, mais j'ai envie de dire, j'ai rapidement retrouvé forme humaine, voilà, à passer dans mes vêtements, donc déjà ça aide, je pense, psychologiquement quand... Bon, c'est clair que j'ai pas retrouvé mon corps d'avant et je le retrouverai jamais parce que c'est mon corps de maintenant. Mais voilà, donc j'ai quand même beaucoup de chance sur ce, on va dire, point de vue physique. Mais de toute façon, je me sentais pas du tout capable d'aller retravailler aussitôt, quoi. J'avais besoin de ce temps de calme avec du coup Ewen qui était toujours gardée à la MAM et Apolline avec moi la journée, en gros pour pouvoir profiter de la petite la journée qu'avec elle, créer ce moment privilégié et aussi l'emmener avec moi partout et puis retrouver aussi Ewen le soir et puis on arrivait à se coordonner pour que quand il rentre, Apolline soit à la sieste, comme ça j'avais aussi mon temps. Donc vraiment, franchement, le postpartum, j'ai eu cette chance pour les deux de ne pas avoir de dépression, même si je trouve que 3 mois après, je pense qu'il y a une grosse chute d'hormones. Et ça, on l'a vu en discutant avec des copines, qu'effectivement, à peu près tout à la même période, on s'est toutes retrouvées en gros down, j'ai envie de dire, à être... avoir plus fatigué, pleurer pour avoir tout nous énerver, tout nous rendre tristes alors que voilà. Et puis bon après, comme elles disent à la mater les sages-femmes, il faut qu'il y ait plus de moments heureux que de moments tristes. Mais effectivement, ça a duré quelques jours ce truc où vraiment, je pense que la fatigue prenait le dessus en fin de compte. Et je pense que chute d'hormones, je sais pas, doit y avoir quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que la fatigue, elle est quand même très importante, d'autant plus comme tu le disais à juste titre quand tu as un deuxième. Qui ne fait plus, qui a toujours bien dormi,
sauf à partir des 6 mois de grossesse d'Apolline. Donc je pense qu'il a peut-être aussi ressenti notre inquiétude, parce que il a eu plein de petits stress et tout. Donc évidemment, lui dormait moins bien, les nuits étaient évidemment moins bonnes. À un moment donné, il a dit « Mais pourquoi Apolline, elle dort dans votre chambre et moi, je peux pas dormir dans votre chambre ?» Je dis « Bah, viens dormir. » Bon, il a vu que sa sœur faisait un peu trop de bruit la nuit, il s'est dit « Pas bonne idée. » Mais du coup, il continue à avoir des cauchemars. Donc c'est sûr que tu as toujours des réveils. Voilà. Donc, mais bon, après... Mais ça parlera aussi aux parents qui nous écoutent, je pense. Qui savent que... Là, et puis le manque de sommeil, la fatigue, c'est la pire des tortures, franchement. Nous, on a quand même de la chance parce que, bon, là, je dis que mes enfants ne dorment pas, mais Apolline a fait ses nuits à 1 mois et des vraies nuits où je la couche à 19h, elle se réveille à 9h, elle remangeait qu'à 9h. Donc, c'est des nuits, des vraies nuits, quoi. Donc, on a eu beaucoup de chance. Et Ewen, c'était pareil, il a toujours fait des grosses nuits, à part là, avec des cauchemars. Mais là, je me rends compte que celles qui allaitent, du coup, qui se réveillent, qui sont les seules à pouvoir nourrir leur enfant, mais ça doit être épuisant, franchement. Ça dépend. Tu te rendors en général, mais... Tu te rendors plus facilement, je pense, que quand tu donnes un biberon. Mais quand même, souvent, ça... Enfin, voilà, je sais pas, le sommeil, enfin, moi, c'est vraiment un truc qui... Puis quand j'ai pas dormi, j'ai envie d'envoyer balader tout le monde, quoi. Enfin, franchement, et puis je sens que je suis beaucoup plus irritable. Enfin, voilà, on arrive moins en moins à contrôler. Et puis c'est pareil, on a un deuxième enfant qui nous teste. Donc réussir à garder son calme. C'est dur, hein. C'est dur quand on est fatigué. Et je pense que c'est un truc important de le dire aussi aux personnes qui nous écouteront. Le sommeil, c'est un vrai sujet. Je sais que Rose en a parlé dans un des épisodes de la saison 1, donc qui parlait justement du sommeil, des consultantes en sommeil. Et c'est vrai que parfois, il vaut mieux être bien accompagné pour l'enfant s'il y a un souci, mais on sait bien que physiologiquement, il y a des périodes. Et c'est vrai que du coup, plus ils grandissent, parfois, il y a des moments où ils dorment moins. Oui. Alors du coup, pour le parent, s'il est déjà très fatigué, c'est dur. C'est dur. Et puis nous, c'est vrai qu'on a... quand même capitulé sur certains trucs. Enfin, pendant la grossesse, quand Ewen se réveillait en pleine nuit, je veux plus dormir, et puis il faisait des cauchemars et des terreurs avec des angoisses de la mort, de la séparation, des trucs énormes. Là, on s'est dit, non, mais c'est bon, on le prend avec nous. Enfin, voilà, donc du coup, Ewen dormait avec moi, parce que, bon, évidemment, un gros ventre dans le lit, plus un 3, c'est pas... Donc, Tom allait dormir dans la chambre d'Ewen et Ewen dormait avec moi, mais au moins, c'était la solution pour le rassurer, parce que en même temps, oui, notre société veut qu'on ne dorme pas avec nos enfants, qu'il y a un 4, mais il y a un moment donné, si ton enfant fait des cauchemars, enfin nous, en tout cas, notre vision des choses, c'était voilà, de les accompagner au mieux aussi pour qu'eux soient sereins plus tard, parce que je pense que c'est pas pour rien qu'il y ait beaucoup de problèmes de sommeil aussi chez les adultes. Donc en tout cas, nous, c'est notre vision des choses. Et oui, c'est dur de rester calme quand on est hyper fatigué. Et d'essayer de rester... Même si on va essayer d'être bienveillant, il y a forcément des moments où on va crier. Et c'est normal. Et c'est pas ça qui fait de nous des mauvais parents. Du moins, je ne pense pas. On arrive vers la fin. Oui. Alors, message pépite, message coup de gueule. Oui. Alors, message pépite, je trouve que c'est difficile à trouver. Et si tu t'en as pas, c'est ok. Mais si, j'ai quand même... parce que du coup, en préparant un peu ce que j'allais te raconter, pour éviter de partir dans tous les sens et de parler pendant 2 heures... Qu'une heure, c'était bien. Voilà. Je me suis posée du coup sur un peu tout ce qui nous est arrivé, quoi. Et en fait, je me dis que tout ce qui nous est arrivé, finalement, c'est peut-être pas pour rien aussi. C'était peut-être aussi pour nous faire grandir, nous faire évoluer. Et puis si ça nous arrivait aussi, c'est qu'on était sûrement capable aussi d'encaisser tout ça. Parce que mine de rien, c'est pas rien, toutes ces histoires. Et puis il faut quand même être capable d'encaisser et d'avancer aussi avec ça. Donc voilà, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un message pépite, mais en tout cas, peut-être une conclusion Et puis, aussi un message pépite. Le positif attire le positif. On est toujours resté positif et on a toujours eu du positif derrière. Toujours du positif dans une histoire.
C'est chouette ce que tu dis, Cyrielle, merci. Et le message... Le message conjugal, il y a un truc, moi, qui m'agace fortement. Parce que du coup, j'ai un garçon et une fille. Donc, on me dit toujours « Ah bah c'est bien, t'as le choix du roi. » Oh, cette phrase. Et du coup, si ma fille était un garçon, je fais quoi ? Je la congèle ? Enfin, j'en fais quoi ? Je la donne au voisin ? Je sais pas. Je fais quoi ? Enfin, il y a un moment donné, mais du coup, c'est bien, vous n'avez pas besoin d'avoir 3e enfant. Mais en fait, je fais pas... ça me met hors de moi parce que je fais pas un 3e... Enfin, la décision de faire un 3e enfant, c'est pas le sexe des enfants. Enfin, je comprends pas. Alors oui, je suis hyper contente d'avoir un garçon et une fille parce que effectivement, les petits habits de petite fille, c'est trop mignon. mais j'ai envie de dire, enfin, si ma fille elle a envie de faire du foot et de jouer au bricolage, enfin, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Enfin, c'est pas... Voilà, je trouve ça un peu... vous avez... Ah, trop bien, t'as un garçon et une fille. Oui, mais du coup, si j'avais 2 garçons, tu dis quoi ? Tu dis rien. Ou 2 filles, tu dis pas « Ah, trop bien, t'as 2 filles. » Enfin, La déconstruction, les gars, il faut... Enfin, c'est trop bizarre. Cette réflexion est hyper bizarre. Et puis c'est vrai que coup de gueule, c'est pareil. C'est vrai que nous, du coup, on a fait des gender reveal pour les 2 parce qu'on trouvait ça hyper sympa de se mettre de se mettre dans le truc de on découvre tous ensemble. Pas tant de « Ah, je veux une fille, je veux un garçon ». Mais effectivement, nous, on faisait des petits pronostics. Mais on s'est dit... alors moi, pour Ewen, tout de suite, j'étais persuadée que j'étais enceinte d'un garçon. Et Apolline, j'étais tout de suite persuadée que j'étais enceinte d'une fille. Okay. Mais en fait, je me suis dit, là, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que je suis persuadée d'être enceinte d'une fille. Parce que si j'ai un garçon, est-ce que je me dis pas que je suis enceinte d'une fille ? Parce qu'après un garçon, c'est bien d'avoir une fille. Parce que la société veut ça, tu vois. Enfin bref, c'est... C'est intéressant ce que tu dis justement sur cette question de... le choix du roi, justement, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Oui. Et en effet, si tu as 2 gars, 2 filles, enfin, 2 garçons, 2 filles, cette question du genre de l'enfant est assez... C'est trop bizarre, je trouve. Et puis, du coup, si on a un 3e enfant, on nous dira « Mais vous êtes fous parce que vous avez déjà un garçon et une fille. » Enfin, tu vois, c'est... La société se mêle de... Les gens se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Voilà, ouais, et puis, voilà, sur plein de petites choses comme ça, je trouve que les gens sont... C'est pareil, comme certains qui vont dire « Ah, c'est bien, ton bébé a les oreilles collées. » Bah oui, elle a les oreilles collées. Et du coup, si elle avait les oreilles décollées... Qu'est-ce que je fais de cette info ? Enfin, en fait, c'est des petites réflexions. Et puis, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin avec le « Ah bah tiens, il ressemble... Enfin, ton bébé, je disais justement à une copine, « Ah bah ton fils, ton 2e ressemble à son frère. » Oui, mais en soi, qu'est-ce qu'on s'en fout de cette info ? Enfin, parce que oui, en soi, il a les 2 mêmes parents, normal qu'ils se ressemblent. Mais en soi, cette info... Enfin, voilà, je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est trop ancré dans notre société. Le « Ah, il ressemble à... » Je suis la première à le dire, hein, donc voilà, je peux pas... Mais comme je serais sûrement la première à le dire, si une copine a une fille et après un garçon et après une fille, à dire « Ah bah trop chouette, au moins t'auras connu les 2, tu vois. » Mais en soi, c'est trop ancré dans notre société, donc oui. Bref, mais puis la ressemblance aussi, je trouve qu'il faut qu'on arrête avec tout ça parce qu'en fait chaque personne est différente et puis sait-on jamais si au final tu fais une réflexion justement par exemple aux oreilles décollées, admettons, tu dis ah bah tiens ton 2e ressemble beaucoup à ton premier, ah mais dis donc ton 2e a les oreilles décollées, bah du coup le premier va croire que les oreilles décollées c'est pas beau donc lui est pas beau, enfin bref ça amène ça amène toute une réflexion sur la portée des mots et l'importance de ce qu'on doit dire ou qu'on doit pas dire. Parfois, comme tu le dis, ça sort naturellement, on se rend même pas compte. Oui, et puis c'est pas méchant, forcément, le fond de la pensée, mais voilà. Mais en tout cas, le choix du roi, arrêtons. Ouais, déconstruction. Cyrielle, comment te sens-tu en cette fin d'échange ? Eh ben, très bien. J'espère que ma douce voix aura été plaisante à écouter et que vous aviez appris des choses quand même sur cette fameuse incompatibilité mère-enfant qu'on ne connaît pas puisqu'on connaît beaucoup l'incompatibilité plaquettaire. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Et puis, c'est pas non plus l'incompatibilité père-mère où il suffit de faire le urophiliaque une fois pendant la grossesse. Là, c'est pas du tout ça. Donc, il y a tellement de choses pendant les grossesses qu'on peut avoir. Et... Ouais, tellement. Tellement. Mais bon, 2 choses improbables déjà. C'est déjà beaucoup. 2 grossesses, 2 choses improbables. Merci beaucoup Cyrielle d'être venue. Merci à toi pour ton accueil. On a beaucoup ri, même si, comme je dis souvent, c'est des sujets parfois durs, mais on a beaucoup ri, donc merci à toi pour ce moment. Merci, à bientôt.
écouté un épisode de Casse & Pause. Si Casse & Pause vous a plu, je vous serais reconnaissante de vous abonner, de le liker, de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Hanpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.